Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons nos discussions du vendredi comme à chaque semaine. On va les poursuivre durant tout l'été, en fait. C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est quand même bien apprécié. Et ce matin, nous avons avec nous transportons dans le salon de Gérard et Ruth Ngueta. Comment vous allez? Nous allons bien, le Seigneur veille, nous allons très bien. Très, très bien. Oui, la famille, toute la famille, les enfants vont bien? Par la grâce Oui. de Dieu, oui. Tout le monde va bien. Super. Puis vous, comment vous avez vécu ça les derniers mois dans le confinement? Je dois le dire que personnellement, je l'ai vécu très, très sereinement. On sortait dans notre histoire familiale, on sortait du décès d'un proche parent quand tout ça est arrivé. Et les circonstances du décès étaient telles que c'était inopiné en fait. Quelqu'un qui allait très bien, puis qui est juste parti retrouver le Seigneur. Et puis, j'étais déjà dans ce questionnement finalement de me demander est-ce qu'on est obligé de mourir par maladie finalement? Donc, j'étais déjà dans cette déconnexion entre maladie et mort quand c'est arrivé. Alors, ça a été de cette réflexion et de me rendre compte que finalement, j'avais pas à m'angoisser parce que c'était pas dit qu'on a besoin de passer par la maladie pour mourir. Donc, la maladie ne ressemblait, pour moi, ça ne sonnait plus danger. Le confinement serait arrivé avant cet événement. Je l'aurais sans doute vécu complètement autrement. Mais ça a juste fait tourner ma façon de réfléchir. Et donc, du coup, j'ai pas eu franchement l'occasion d'être angoissée ou pas parce que je me disais, on peut survivre du confinement puis partir d'autres choses et on peut ne jamais avoir du COVID, je veux dire. On peut ne jamais. Donc, du coup, le confinement, pour moi, c'était plus l'image de Noé dans l'arche. Et je me disais, il faut que je profite. Il faut que je profite de ce moment avec ma famille. Il faut que je profite de ce moment avec le Seigneur. Il faut que je profite. Et puis, je suis toujours un peu dans cette atmosphère. Maintenant, pratico-pratique, c'est sûr que télétravail avec télé-école, puis télé-tout, ça a ses propres défis. Mais c'était plus des défis maintenant que des problèmes, en fait. Ça, c'est pour ma part. Mais moi, pendant le confinement, j'ai appris à être éducateur des enfants, instituteur en même temps, professeur pour ma fille et en même temps pasteur, en même temps, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à faire et je me suis rendu compte que le confinement a beaucoup de côtés positifs parce que les retraites spirituelles, par exemple, intimes, personnelles, se sont multipliées à la maison. Donc, que ce soit pour Ruth ou pour moi. Et aussi, les côtés positifs, c'est de constater qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on n'est pas confiné, qu'on n'a pas besoin de ne pas être confiné pour faire. Donc, ça fait énormément de choses qu'on apprend à faire à la maison et aussi beaucoup plus de temps donné à la famille, passer avec les enfants. Donc, j'ai appris à prendre la chose de façon positive. C'est bon. Donc, c'est ça, il y a des éléments qui ont ressorti, qui ont fait ressortir que, bon, faut s'adapter avec les enfants, la famille, mais qu'il y a certains éléments, justement, qui ont été quand même positifs et qui peuvent rester pour la suite. Pour les enfants, comment les enfants, eux, ont vécu ça, cette dynamique-là de confinement? Mais au début, c'était difficile. Parce que c'est quand même, l'enfance, c'est quand même, le côté stable d'une enfance, c'est passe quand même par la routine. Et là, on venait de briser une routine qui était simplement de faire certaines choses qu'on est habitué de faire à certains moments. Et ça, c'était un peu difficile. Mais ici, chez nous, à la maison, ça a été différent parce qu'on a des enfants de 12 à 4 ans, donc des tranches d'âge assez variées. Donc, ça s'est exprimé différemment pour les uns et les autres, ainsi que les capacités d'adaptation. Hein. Finalement, on s'est rendu compte, en tout cas, en ce moment, le problème qu'on a, c'est que nos enfants ne veulent plus sortir. Donc, quand on dit qu'on va sortir faire une marche, c'est un problème. Il faut convaincre les gens. Le problème qu'on avait, c'est qu'à 22h, 23h, on recevait des alertes de la bibliothèque. Quelqu'un venait de commander un nouveau livre numérique. Puis, des gens lisent maintenant jusqu'à 2h, 3h du matin. Le problème qu'on a, c'est maintenant des enfants de 8 ans qui se plaisent à lire le livre de chronique, que moi-même, je ne comprends toujours pas. Donc, on a basculé d'environnement et maintenant, j'ai un autre problème, c'est qu'il faut sortir, il faut aller prendre de l'air. Donc, du coup, j'ai l'impression que là, on est à nouveau face à, il faut briser une routine parce qu'ils ont pris une certaine routine. C'est encore une fois, comme vous disiez si bien, il faut se réadapter à chaque fois.
Ouais. Et puis, en fait, c'est ça, peut-être chacun d'entre vous, pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'est-ce que vous faites comme travail exactement, où vous en êtes, puis comment ça a eu un impact, là, justement, dans toute cette adaptation-là. Ruth, tu l'as mentionné, le télétravail, télé-ci, télé-ça, on finit plus de se sortir des rencontres de vidéoconférences. Monsieur va commencer avant parce que c'est à cause de lui que je fais ce que je fais. OK, bon, mais... Bon, moi, je suis épidémiologiste de formation et je travaille en ce moment au Centre de santé durable, VITAM, anciennement appelé CESPUL, c'est du CIUS, la capitale. Donc, ce que je fais, c'est pratico-pratique, c'est j'aide des chercheurs, j'agis un peu comme consultant, j'aide des chercheurs pour tout ce qui est quand ils veulent faire des études, tout ce qui est de la méthodologie, comment faire une étude pour qu'elle ne soit pas biaisée. Et je fais également de l'aide également dans des analyses statistiques. Par exemple, pour la COVID-19, ben, on a eu énormément de données. Une fois qu'on a les données, il faut les analyser de la bonne façon pour dire quelque chose à la population. Donc, ça, en gros, c'est ce que je fais. Comment est-ce que, quel a été l'impact du confinement? Ben, il y a eu la problématique de continuer à être productif en ayant dans un environnement différent. Donc, ayant les enfants dans l'environnement, devront assurer, continuer à assurer parce qu'ils faisaient de l'école par Zoom, donc continuer à assurer le suivi scolaire tout en étant productif. Donc, ça a demandé une nouvelle façon de faire de ma part et je me suis rendu compte que rien n'était impossible en fait. Si on réussit à s'organiser de la bonne façon, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et je pense qu'avec le temps réduit, si j'ai réussi à faire la même chose, je me suis dit qu'il y a sûrement beaucoup de temps que je perdais avant et que j'aurais pu exploiter autrement. Donc, j'essaie toujours de tirer des leçons, de prendre les choses du bon côté. Donc, c'est ça. Mais là, après 2-3 mois de confinement, on a trouvé du moins, j'ai trouvé le bon équilibre, le bon rythme. Ouais. Et fait que avec le déconfinement partiel, je continue à travailler de la maison 4 jours semaine et 1 jour semaine sous recommandation de mon employeur, ben, je vais dans nos locaux pour faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire que dans les locaux malheureusement. C'est ça, surtout avec les recherches, puis c'est quand même, wow, directement, tu étais dans le vif du sujet avec la COVID. Donc, tu as travaillé sur, on peut dire, le terrain, le centre de l'épidémie, là. Exactement. Oui. Mais je n'ai toujours pas trouvé le virus. Je n'ai pas encore mis la main sur lui, mais je m'en travaille fort. On croit en toi, Gérard. On veut espérer que c'est toi qui vas trouver le vaccin contre le virus. Écoute, on est privilégié de te connaître. Merci d'avance pour toutes les découvertes que tu vas faire. Mais moi, je suis psychologue de formation, mais maintenant épidémiologiste, d'où je dis c'est un peu la faute à monsieur. Donc, oui, donc je suis épidémiologiste, et puis c'est un mot qui est devenu assez populaire. Avant qu'on me demandait ce que je fais, je disais je suis épidémiologiste, puis les gens disaient quoi? Puis je disais je suis en santé, puis les gens comprenaient. Mais maintenant, quand je dis je suis en santé, on me demande es-tu épidémiologiste? Donc, comme quoi le COVID a rendu la discipline un peu populaire. Donc, je suis épidémiologiste, mais à cause de mon background, vous me permettrez l'anglicisme, je ne trouve pas le bon mot en français, je me suis beaucoup plus intéressée au cours des années à tout ce qui concerne les facteurs de risque personnels et psychologiques, donc un peu la prédication d'aujourd'hui. Avec la santé mentale, la dépression, puis toutes ces affaires-là, dans différents environnements. J'ai fait 8 à 10 années à travailler pour tout ce qui concernait les contextes organisationnels. Et puis maintenant, je travaille au niveau des professionnels de la santé. Donc, comment aider les professionnels de la santé à fournir de meilleurs soins finalement aux personnes qui en ont besoin. Donc, comment on s'est adapté au télétravail? Moi, mon site est à l'Université Laval qui a été fermé comme toutes les autres écoles et qui n'est pas ouvert, donc télétravail immédiat. Un peu plus facile d'adaptation pour moi parce que j'étais déjà en télétravail 2 à 3 jours par semaine
en raison de la nature de mon travail. Donc, j'ai juste dû en faire 5 jours avec les enfants, puis apprendre à partager Zoom, à partager le matériel numérique, à organiser en fait les réunions. Si j'ai une réunion, je ne peux pas en avoir en même temps parce que l'enfant viendra demander pain au chocolat au mauvais moment en fait. Donc, c'était ça les défis en fait. C'est pour ça qu'il parlait de rythme tantôt. Donc, oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je dis, mais oui. Mais, en fait, moi, j'aurais une question avant qu'on se laisse pour les. Je pense que toutes les deux, en fait, c'est la complémentarité dans ce travail-là et que vous étiez en plein dans le vif, tous les deux. Vous travaillez exactement dans le vif du sujet en rapport avec la COVID. Mais justement, parce que vous étiez dans des VIP, dans tout ce qui prenait place, si vous pouvez me permettre l'expression, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent là, par rapport à la situation actuelle ou qu'est-ce qui s'en vient par rapport à la situation sanitaire ou autre, peut-être conseil ou peut-être même quelque chose qui peut rassurer les gens parce que, à travers les gens on écoute toutes sortes de trucs, les médias, et puis là, il y a des gens, si on va sur les réseaux sociaux, vous avez comme moi les vidéos d'un spécialiste de ci, de ça, des gens un peu partout dans le monde, puis bon, qui dit quoi, puis là, les gens se contredisent, puis là, et les fake news à travers ça, c'est là, présentement, des fois, ça peut être plus anxiogène que rassurant tout ce qu'on peut voir dans les médias. Puis des fois, bien c'est ça, il y a des médias qui se plaisent aussi à rendre ça encore plus dramatique. Hey! Donc, peut-être, qu'est-ce que vous diriez aux gens? Donc, moi, concernant le COVID, en tant que... Voilà. Donc, c'est ça, c'est la réalité COVID. Donc, on a toujours un invité au bon moment. Donc, donc je voulais dire, qu'est-ce que j'aurais à dire? La première chose, j'ai de la peine à différencier, et puis on est dans le cas de l'Église, j'ai de la peine à différencier Ruth, la professionnelle de Ruth, la chrétienne. Donc, et ça a impacté comment je voyais le COVID, et ça impacte aussi la façon que je travaille, même à mon travail, sans vouloir brandir une Bible. Donc, j'aurais peut-être pas un discours très neutre en termes de spiritualité, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'un point de vue épidémiologique, il faudrait que les personnes comprennent. Quand on est à l'extérieur de la santé, on pense que tous les gens qui travaillent en santé ont les mêmes compétences. Donc, on va demander à un pédiatre qu'est-ce qu'il pense de notre rein. Mais c'est vraiment des domaines spécialisés. Et dans ce qui nous concerne, la COVID, ce qui peut aider déjà beaucoup chacun d'entre nous de comprendre, c'est que l'épidémiologie n'a rien à voir ou très peu à voir avec la santé publique. La santé publique, nos discours de tous les midis pendant longtemps, est à 75%, si pas plus, politique et voire économique, et quelques 25% santé. Mais quand les gens ils s'inquiètent pour eux-mêmes, si par exemple le pasteur Christian s'inquiète pour lui-même ou pour un membre de sa famille qui est une personne vulnérable, il prend les informations qui étaient contenues de seulement 25% de santé, puis il applique à lui-même qui est 100% santé dans son questionnement. Puis c'est là que la panique embarque. Parce que ce qu'on dit, c'est en tenant compte de vous, que vous êtes un homme, que vous êtes à tel endroit, dans telle ville, puis que vous travaillez telle affaire. Alors que vous, quand vous vous inquiétez pour moi, le monsieur de 40 ans, point. Donc, à ce moment-là, les chiffres ne sont pas vraiment pour vous tels qu'ils ont été présentés, pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils intègrent tellement d'autres éléments. Donc, maintenant, au niveau individuel, ça, on est plus dans l'épidémiologie. C'est un peu plus ce que Gérard a dû faire, c'est un peu plus ce que je vais faire. Et là, ce que je peux dire, c'est que oui, le coronavirus est une maladie qui est compliquée parce que le virus est difficile à saisir, comme il le disait bien, parce qu'il mute, sans vouloir entrer dans les termes complexes. Oui, le coronavirus peut être fatal, on l'a vu avec les chiffres, mais la réalité, par exemple, au Québec, c'est qu'on a eu 5000 cas de décès. Dans les 5000 cas de décès, tout le monde part en courant. 5000 décès. Mais après, il faut comprendre les chiffres.
4500 personnes décédées étaient en maison d'accueil et des personnes de 70 ans et plus. Donc, du coup, on devrait se dire, ouf, pas besoin de paniquer à tout vent si je ne suis pas dans ces deux conditions. Donc, en fait, il reste 500 personnes décédées pour l'ensemble des millions de Québécois qu'on est. Donc, quand on est capable de prendre le chiffre comme ça, on est capable aussi de justement accepter la réalité. C'est pas être dans le déni, mais arrêter de stresser pour une affaire qui finalement ne nous concerne pas au niveau individuel. 500 morts, c'est beaucoup. Un mort, c'est beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que je suis le prochain sur la liste. C'est en fait ça. Donc, c'est ça que je dirais globalement, sans vouloir rentrer dans des polémiques ou des chiffres. C'est ça que moi, et de façon globale aussi, il faut se dire que les médias sociaux sont un mauvais instructeur, parce que n'importe qui poste n'importe quoi. Et le Québec, de façon générale, a bien géré l'épidémie de COVID-19, comparé à beaucoup d'autres pays. Donc, je pense qu'il n'y a pas de panique, de crainte à avoir. Je pense qu'on a été quand même assez pas mal bon là, dans la gestion de cette COVID-là. Maintenant, l'application des mesures barrières, je ne pense pas qu'on aurait un second pic, vu comment les choses vont. On parle d'un second pic peut-être dans beaucoup de pays d'Europe, mais vu comment les choses vont au Québec, je ne pense pas qu'on aurait un second pic du moment qu'on continue à appliquer les mesures barrières qui sont recommandées et surtout qu'on laisse tomber le stress suivant la prédication de ce matin, parce que beaucoup de gens succomberont à l'effet du stress lié à la COVID qu'à la COVID en elle-même. Donc, la COVID même n'est pas plus gravissime que la grippe saisonnière, mais les gens, c'est surtout le stress lié à ça. Et ce stress-là vient des médias. Donc, si vous n'aimez pas des mauvaises nouvelles, il y a le truc Control-Alt-Delete, une façon de Control-Alt-Delete, comme on voyait ce matin, de se préserver des choses mauvaises. C'est peut-être de ne pas être trop devant les médias, les réseaux sociaux, le journal, parce que c'est bien de prendre l'information, mais passer la journée, être dessus à longueur de journée, fait qu'on est bombardé par toujours des mauvaises nouvelles. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a parlé du nombre de personnes qui avaient le COVID, diagnostic positif, et qui ont été guéris, qui sont traités, qui ont retrouvé la guérison. Ce chiffre-là, rares sont ceux qui le connaissent. Mais beaucoup savent qu'il y a 5 000 décédés au Québec, qu'il y a 10 000 personnes qui avaient la COVID au Canada. Oui, mais combien sont guéris? Ça, ce chiffre-là, on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on commence à être positif. Ouais. Et peut-être pour compléter, Gérard, sur cette question, une autre chose que je voulais dire, c'est que justement, ce qu'on a appris avec le coronavirus et qui peut être aidant pour chacun d'entre nous, c'est que le taux de mortalité, c'est un chiffre compliqué. Quand on dit taux de mortalité, ça veut simplement dire que si on était capable d'isoler et d'être sûr qu'il n'y a que la maladie qui peut tuer, combien de personnes ça tuerait? C'est ça que ça veut dire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la COVID tuerait 2 personnes sur 1000. Oh. Mais depuis le début de la COVID, les morts de suicide ont augmenté, les morts par accident de la route malgré le confinement ont augmenté, les morts suite de violences conjugales ont augmenté, alors que la COVID est là. Donc, en fait, en effet, est-ce que c'est la COVID qui va tuer le prochain sur la liste? Peut-être pas. Donc, est-ce qu'on peut juste mettre son énergie au bon endroit? La deuxième chose que la COVID nous a appris, au Québec, c'est un peu difficile de savoir, donc je vais parler des chiffres internationaux, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit de collecter certaines informations quand on doit soigner quelqu'un, on doit aller directement et apporter les soins. Mais dans certains autres pays, on a le temps de savoir certaines informations comme l'ethnicité, comme finalement votre historique peut-être de stress et tout. On s'est rendu compte que le problème n'est même pas l'âge. Le problème n'est pas d'avoir 70 ans et plus. Le problème, c'est d'être une personne fragilisée. Donc, ils ont créé maintenant ce nouveau concept de la fragilité. Et le stress est plus important pour la fragilité que l'âge. Donc, il y a des gens qui ont attrapé le COVID et qui vont en mourir, pas parce qu'ils ont eu le COVID, mais parce qu'ils étaient stressés. Donc, leur immunité a baissé avant l'arrivée du COVID. Tout simplement. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, gardons nos pensées en Jésus. Oui, tout à fait. Pour, c'est ça, être capable de se décharger sur lui de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous. On a besoin de ça pour être tout à fait. Je pense qu'aussi, si on enlève le COVID de l'équation dans la vie de tous les jours, la question on vit dans un monde comme jamais auparavant et
surtout en Amérique du Nord, le stress est épouvantable. C'est une épidémie en soi, c'est une maladie en soi. Puis on a besoin, en tant que croyant, justement, d'arriver à être capable de trouver notre paix en Dieu et d'être capable de se décharger sur lui, de savoir qu'il prend soin de nous, comme encore plus, à plus forte raison qu'il prend soin des oiseaux. Donc, puis qu'on ne peut pas rajouter rien à notre vie si on stresse, si on s'inquiète. Tout à fait, mais écoutez, un très grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Puis, pour tous ces conseils et ces clarifications, je pense que même pour moi, je fais comme wow, c'est vraiment des informations pertinentes. Je pense que pour plusieurs personnes, ça aide à rassurer les gens. De voir que vous êtes dans le vif, le cœur du sujet et de justement comprendre, parce que justement quand on reçoit des chiffres et là, on peut, c'est facile de ne pas comprendre et de perdre un peu le fil de tout ça, puis d'accentuer notre panique puis notre stress. Mais en tout cas, c'est très, ça fait du bien, c'est très rassurant, puis je pense que pour les gens aussi. Merci énormément pour tout le travail que vous faites. C'est très précieux pour nous. On a hâte de vous revoir en vrai. Mais oui. On vous aime beaucoup. Puis depuis toutes ces années qu'on vous côtoie, on est très contents puis très reconnaissants de vous avoir avec nous à Mosaïque. On a hâte de vous revoir en vrai. Prenez bien soin de toute la famille et merci. Salut à tous. Bye. Bye. Bye.